Franklin, tu as évoqué en termes feutrés la question du surtourisme, enfin du overtourisme. On vient d'apprendre que la fameuse plage de la plage a été fermée en Thaïlande. Et pourtant, au départ de la France, il n'y a pas de low cost qui vont directement en Asie, même s'il y en a pour d'autres marchés. Comment ça se fait? Alors c'est vrai on n'a plus, parce qu'il y a eu à une époque, il y a eu une tentative d'Eurasia X, une compagnie malaisienne bien connue qui est venue à Orly à une époque, qui est repartie assez rapidement malheureusement, je pense, pour un contexte économique défavorable. Peut-être pour camper un peu le décor pour nos auditeurs, c'est vrai qu'on parle ces jours-ci en France, en Europe, on parle du low cost tous les jours. C'est vraiment le mot à la mode. Je pense que les Européens ont découvert le low cost aérien. En tout cas, modestement, je ne parlerai que de l'aérien. Au début des années 2000, quand EasyJet, Ryanair sont arrivés. Donc c'est vrai qu'on a vu très rapidement la prise de part de marché qu'on prête de ces compagnies. En Asie, le décalage a été un peu plus tardif, le démarrage, pardon, mais il en a été beaucoup plus fort. Pour vous donner simplement un chiffre, aujourd'hui, au sein de la zone Asie-Pacifique, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la zone Asie, en passant par l'Inde, 56% de l'offre de sièges est l'œuvre de low cost. C'est-à-dire que plus d'un siège sur deux est offert par une low cost. C'est énorme. Ça pose clairement des challenges en termes de compétition à beaucoup de compagnies, dont Singapore Airlines. On n'y a pas échappé. Comment on y a répondu? De notre côté, en fait, notre CEO a considéré au début des années 2010 que en fait, le plus fort relais de croissance pour des compagnies traditionnelles qu'on appelle des legacy carriers comme Singapore Airlines était en fait d'avoir aussi une offre low cost. Donc on a commencé à faire une offre low cost court courrier intra-asiatique qui s'appelait Tiger. On a étendu cette offre long courrier intra-asiatique avec Scoot, qui est une compagnie low cost long courrier. Et aujourd'hui, on a décidé en fait de réunir notre offre long courrier low cost uniquement dans Scoot. Aujourd'hui, cette compagnie qui marche très bien, qui a commencé à opérer en 2011, qui a gagné de l'argent au bout de 4 ans, ce qui est extraordinaire dans le modèle aérien, avec des avions extrêmement modernes qu'on appelle Dreamliner, a commencé à venir en Europe il y a 2 ans à Athènes pour un marché saisonnier qui intéressait principalement la Grèce et l'Australie autour de Melbourne. Plutôt incoming, c'est ça? Alors plutôt incoming, il y avait les deux, mais il y avait vraiment effectivement une clientèle qui venait visiter la Grèce. Il y avait des travailleurs grecs qui partaient en Australie, puis il y a une grosse communauté grecque à Melbourne, très importante. On a ouvert cette année Berlin, deuxième destination européenne de Scoot, donc avec un bon succès en termes de chiffres. Alors pour répondre à ta question, pourquoi on ne vient pas aujourd'hui directement en France, pour qu'il n'y a pas de low cost? Alors, le transatlantique. effectivement, alors pour une raison relativement simple, c'est que vous savez que ouvrir une ligne, ça répond à des droits de trafic. Et les droits de trafic aujourd'hui sont soumis à des négociations bilatérales ou multilatérales. Depuis 2 ans, voire 3 ans, l'Europe n'accorde plus de manière bilatérale les droits de trafic à des compagnies aériennes asiatiques ou du Pacifique qui voudraient venir en France, puisque depuis 2-3 ans, il y a des négociations au plus haut niveau entre l'Europe et l'ASEAN, qui est l'association des pays d'Asie du Sud-Est, pour essayer d'obtenir ce qu'on appelle un accord de ciel ouvert. Un accord de ciel ouvert, ça veut dire que n'importe quelle compagnie appartenant à ces 2 entités a le droit ensuite d'opérer des vols. Ces négociations, vous les imaginez, sont très compliquées, elles prennent beaucoup de temps, c'est très technique. On a bon espoir qu'en 2019, ça pourrait aboutir. Et qui dit l'aboutissement de ces relations dit forcément un assouplissement réglementaire pour lancer des low cost. Donc il est tout à fait possible qu'une fois cet accord signé, beaucoup ou quelques low cost arrivent en France venant d'Asie. C'est d'autant plus possible aujourd'hui qu'on a eu une nette évolution en matière d'avions. C'est vrai que les avions font actuellement des progrès spectaculaires. Il y a à l'époque de Eurasia X qui est venu à Orly, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément des avions très très modernes. Le carburant était très élevé à l'époque. Il est malheureusement en train de remonter rapidement, sans atteindre bien sûr les niveaux qu'on avait atteints de 140, 150 dollars le baril en 2012-2013. Donc on peut espérer avec par exemple la 350-900, qui est un Airbus extrêmement performant, ou le Dreamliner, qui est un Boeing équivalent, pouvoir faire avec un biréacteur, c'est-à-dire avec 2 moteurs simplement, des liaisons directes Europe-Asie ou même Europe-Australie. Pour vous donner un dernier exemple sans être trop long, Singapore Airlines cette semaine va reprendre
et on en est très fiers, le flambeau du vol commercial le plus long du monde entre Singapour et les États-Unis. Donc on va faire un vol direct entre Singapour et New York jeudi prochain, le 11 octobre. On n'est pas invité. Eh non, alors je ne suis pas invité non plus, je vous rassure. Alors c'est un vol sans escale qui va durer jusqu'à 18h30. Incroyable. On va faire 17 000 km avec un avion extrêmement confortable, 160 sièges, B-class, business class et premium economy. Donc pour vous dire que la techno aujourd'hui est au service des low cost pour revenir en Asie et revenir en Europe. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, tour opérateur, justement Moi, je ne suis pas super favorable à l'émergence des low cost sur les destinations. D'une part, parce que ce sont des compagnies qui offrent un service essentiellement basé sur une relation B2C, techno, etc. Nous, tour opérateur, enfin, je laisserai Guillaume s'exprimer après là-dessus, mais tour opérateur, on a besoin de service parce qu'on donne du service à nos clients. On donne du service aux agences, on donne du service aux clients, on donne de la résa, on donne la possibilité d'annuler sans frais jusqu'à J-30, on donne la possibilité de modifier, etc., etc. Ce n'est pas le service low cost. Le service low cost, c'est un petit peu comme Booking.com, c'est-à-dire que c'est une relation directe entre c'est pas direct avec Booking, mais c'est une relation directe entre... Elle cherche la relation directe avec le client, elle cherche à bypasser l'industrie du tourisme que je représente aujourd'hui avec Guillaume à cette table. Et comme nous sommes, Guillaume et moi, pour la sauvegarde des tours opérateurs indépendants, nous ne validons pas ce modèle d'émergence des compagnies low cost sur le territoire européen. Ça ne nous intéresse pas. Tout à fait d'accord avec Didier. Je ferai juste un petit rebond en ce qui concerne la zone Asie-Pacifique. C'est vrai que les chiffres que je donnais tout à l'heure, l'explosion qu'on voit du low cost, concerne principalement l'intra-asiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la low cost en Asie permet à la classe moyenne, à des jeunes, à des gens qui n'avaient pas d'autres options il y a quelques mois, voire quelques années, de prendre le train ou le bus, de faire. Donc c'est vraiment un nouveau marché. Et je pense que le groupe Singapore Airlines est un très bon exemple. Nous sommes clairement des transporteurs full service, premium. On n'était pas historiquement dans le low cost, ce n'est pas notre ADN. Mais on a considéré, si vous voulez, que le low cost était un relais de croissance aujourd'hui dans lequel on ne pouvait pas se passer. Pourquoi ? Parce qu'à terme, un étudiant ou un retraité ou un jeune couple indonésien, par exemple, qui prend une low cost pour aller à Singapour ou pour aller en Thaïlande, on peut espérer raisonnablement que dans quelques années, ces personnes-là ou leurs enfants prendront une compagnie full service comme Singapore Airlines pour voyager dans de meilleures conditions, voilà, davantage de confort et davantage de services. Et ça ne n'empêchera pas de passer par une agence de voyage Exactement. ou un tour opérateur. Moi, je partage vraiment l'opinion de Franklin. Nous, on pense que c'est très complémentaire. Je pense que c'est l'accès à des générations plus jeunes, justement, à l'éducation du voyage. Et une classe moyenne qui n'avait pas accès tout à fait, oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve logique que ce soit complémentaire dans son offre, mais aujourd'hui, dans la nôtre, elle n'a pas d'intérêt, elle nous bypasse, clairement.